C'est parti. Mes amis, je reçois aujourd'hui le député Frédéric Falcon. Il vient d'un endroit, je vais encore me faire engueuler, je le sais, totalement mystérieux pour nous les Francs, une ville qui s'appelle Narbonne. Exactement. Narbo Martius de mémoire. Absolument. En latin. Et donc c'est l'Empire romain. Ce n'est plus chez nous. Maintenant je taquine. Et il est député Rassemblement National. Et en fait je voulais absolument l'interviewer. Je l'ai fait suer pour qu'il accepte cette interview à l'Assemblée. Parce qu'il parle beaucoup des soignants suspendus. Et avec une vérité et une liberté de ton qui m'a pas mal épaté, je dois dire. Et je voulais du coup me dire quel est cet animal étrange qui a mis les pieds à l'Assemblée nationale et qui n'est pas encore complètement perverti par la caste. Monsieur le député, merci de m'avoir accepté dans votre bureau. Pourquoi vous vous intéressez à ce point aux soignants suspendus? Alors juste petite précision, je suis de Narbo Martius, mais également du pays Qatar. Très important. Cumul des handicaps. Bon, alors là, on a déjà perdu les 9/10 des électeurs. C'est un étranger, ne l'écoutez pas. C'est important pour moi de le dire, de rendre hommage à cette histoire Qatar, qui est quand même très marquante dans la région. Et l'Occitanie est une région qui est une région rebelle, fidèle, mais rebelle. Enfin, rebelle à Paris. Absolument. Que nous avons reprise, nous, les troupes du Nord, au XIIIe siècle, en 1218 de mémoire, quand nous avons repris Albi. Alors, donc celle-là aussi, elle est faite. Pourquoi vous vous intéressez autant aux soignants suspendus? Écoutez, moi je me suis engagé relativement tard en politique, je me suis engagé en 2021, et ce qu'on a vécu pendant ces 2-3 dernières années, depuis 2020, avec le Covid et la gestion de la crise Covid, qui était, disons-le, selon moi, autoritaire, ça m'a quand même beaucoup interpellé. Il y a eu des atteintes qui, selon moi, étaient graves aux libertés. Lesquelles, par exemple? Par exemple, vous avez eu le pass sanitaire puis le pass vaccinal. Et dans cette logique, vous avez eu cette obligation vaccinale imposée au personnel suspendu. On parle beaucoup des soignants, mais vous n'avez pas seulement les soignants, vous avez les militaires, vous avez les pompiers, vous avez tout un tas de professions qui ont été encensées pendant la période Covid. Je rappelle qu'on les a applaudis aux fenêtres à 20h, et du jour au lendemain, on les a montrés du doigt, on les a mis au pilori et on les a accusés de tous les maux. Et je vous avoue que cette séquence m'a particulièrement choqué, qu'on puisse influencer l'opinion à ce point, qu'on puisse du jour au lendemain montrer du doigt dans une démocratie comme la nôtre des milliers de Français, des dizaines de milliers de Français qui s'étaient dévoués corps et âme pour aider les autres pendant cette période qui était compliquée. Ça m'a particulièrement choqué. Et ce qui m'a aussi choqué, c'est cette tentative de diversion du gouvernement qui a tenté de faire oublier sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire par cette obligation vaccinale, en faisant reposer sur les épaules de ces soignants et de ces personnels suspendus, disons-le clairement, toute la misère du monde, quoi. Alors, quand vous dites qu'il y a eu une gestion autoritaire et que le pass sanitaire, au fond, était une manifestation d'autorité, est-ce que vous pensez que ça a été découvert, le pass sanitaire a été une invention d'un été 2021 comme ça, ou est-ce que ça faisait partie d'une conception de gestion de crise d'urgence anticipée? Je n'ai pas la réponse. Si vous voulez me laisser dire que c'était prévu, que tout était déjà dans les cartons et que ça a été ressorti à cette occasion pour mettre en place grandeur nature une sorte d'expérimentation, de contrôle des Français, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas là-dedans. Toujours est-il que pour moi, ça a été la goutte de trop, et la facilité avec laquelle la majorité des Français s'est engouffrée à accepter cette mesure m'a quand même pas mal interpellé. Alors, il y a eu des parallèles qui ont été un peu excessifs, qui ont été faits avec des périodes historiques, la Seconde Guerre mondiale. Bon, j'aime pas trop ces comparaisons-là, je trouve que c'est pas vraiment judicieux. Je pense qu'il y a une partie des gens, des Français, et plus largement des Occidentaux, qui sont fascinés aujourd'hui par la technologie, qui se laissent facilement dominer par la technologie, parce que ce que j'ai beaucoup entendu pendant cette période, c'était que finalement c'était pratique, c'était sympa, c'était facile, et puis ça permettait de gagner du temps, enfin voilà. Et ça se heurte quand même à une tradition républicaine, à des valeurs démocratiques qu'on a très fortes, de liberté, d'émancipation des peuples, que je ne peux accepter. Là, il y a une dérive qui s'est mise en place. Ça a été heureusement circonscrit dans le temps,
mais je ne voudrais pas que l'expérimentation soit réitérée dans les mois ou les années qui viennent si un jour on a une crise du même ordre ou pour toute autre tentative politique. Je vois bien arriver ce type de mesures en lien avec l'écologie. On parle beaucoup de ça, notamment au Parlement européen. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on est un peu plus en retrait de ce qui se prépare au Parlement européen. Pourtant, tout est lié. Le droit français transpose une partie des dispositions du droit européen. Donc il y a là pour moi une dérive, et il fallait dire stop. Et je tiens à mon engagement, en partie, c'est pas exclusivement lié à cette période sinistre, je tiens à mon engagement de cette opposition à ces dérives macronistes qui ont imposé de façon brutale toutes ces mesures aux Français. Vous avez une collègue au Parlement européen du groupe Identité et Démocratie, qui est Virginie Joron, que nous interviewons souvent. Est-ce que vous travaillez avec elle sur ces sujets? Alors nous nous connaissons, j'ai des relations avec Virginie, on s'entend très bien. Je crois en plus savoir qu'elle adore ma région, ma circonscription, elle s'y rend régulièrement, donc ça a forcément créé une connexion. Elle est alsacienne, mais elle est fascinée aussi par le monde Qatar, donc ça a créé quelques liens, vous voyez, je sais pas, on y revient à chaque fois. Petite parenthèse. Après, le travail au Parlement européen est très différent du travail à l'Assemblée nationale. Ce sont deux approches complètement distinctes. L'Assemblée nationale est beaucoup plus focalisée sur l'actualité française, sur le quotidien des Français, c'est bien normal, tandis que le Parlement européen travaille beaucoup plus dans une logique de perspective, de prospective. Il y a pas mal de choses qui sont anticipées à 10-20 ans. Donc vous avez une réflexion qui est assez poussée, avec des colloques, avec tout un tas d'intervenants. C'est beaucoup plus riche, on va dire, d'un point de vue intellectuel, je crois. Et même si on a des liens et qu'on s'entend bien et qu'on prend régulièrement des nouvelles respectivement, on travaille chacun de notre côté. Parce qu'on ne peut pas transposer le travail qui est réalisé au PE à l'Assemblée nationale. Alors vous avez rédigé une proposition de loi qui n'a finalement pas été examinée dans votre niche parlementaire, comme on dit, sur la réintégration des soignants suspendus. Une autre vient d'être examinée et adoptée, qui est la proposition Castor. Quelle différence y avait-il entre votre proposition de loi et celle du député Jean-Victor Castor, communiste, je crois, de la Guyane? Alors, elles sont très proches. La proposition de loi de M. Castor a le mérite de réintégrer les soignants sans condition, ce qui était exactement notre cas, ce qui n'était pas le cas de la proposition de loi de la France Insoumise, qui proposait un protocole absolument ahurissant, avec des protections renforcées, des tests quasiment quotidiens pour les personnels concernés. Vous imaginez bien que c'est inapplicable et hautement stigmatisant. Donc, de ce point de vue-là, c'est quasiment la même chose que la proposition de loi proposée par l'Assemblée nationale, donc la mienne, qui a été co-signée par environ 80 parlementaires. Je voudrais quand même leur rendre hommage. La différence, c'est que nous ajoutons l'indemnisation pour, d'une part, réparer le préjudice, et également faire revenir tous ces soignants, parce qu'on parle surtout des soignants, parce que les pompiers et les militaires, ça reste plus marginal, mais dans un contexte de pénurie de soignants, notamment avec la multiplication des arts médicaux qu'on connaît en France, il faut absolument qu'on puisse faire revenir toutes ces personnes qui ont malheureusement été mises de côté et qu'on leur donne envie de venir. C'est aussi une logique de réconciliation, de réparation, mais également de renforcement de l'hôpital et des déserts médicaux. L'indemnisation que vous aviez prévue dans votre proposition de loi, elle consistait en quoi? L'indemnisation qui est prévue représentait grosso modo le montant des allocations chômage qui aurait dû être perçu pendant cette période de suspension, parce que le statut de suspendu, c'est un statut qui est très particulier, qui concerne essentiellement des agents de la fonction publique qui ne sont pas radiés de la fonction publique, qui sont toujours des agents de la fonction publique, mais qui sont suspendus, donc ils sont assignés à résidence sans revenu et qui n'ont pas la possibilité de cumuler avec un autre emploi. Parce que quand vous êtes fonctionnaire, normalement, vous avez une exclusivité avec la fonction publique, vous ne pouvez pas cumuler 2 emplois, sauf exception. Oui, vous êtes infirmier, vous ne pouvez pas être suspendu et aller travailler.
Comment? Sauf si vous êtes suspendu. Normalement, non. Normalement, le cadre précise que quand vous êtes suspendu, vous ne pouvez pas non plus aller travailler à côté. Enfin voilà, c'était l'un ou l'autre. Normalement, après, il y en a peut-être qui ont pris leur liberté. Et donc l'idée, c'était d'indemniser à hauteur du montant de l'allocation chômage non perçu. Et il y avait également un autre volet avec des amendements d'octroyer des trimestres de retraite, parce que bon, on a eu un gros débat sur la réforme des retraites, mais tous ces personnels suspendus ont perdu des trimestres de cotisation. Alors finalement, pourquoi cette loi n'a pas été discutée dans la niche Rassemblement National? C'est très simple, on a fait un petit tour d'horizon. On a consulté les groupes, on leur a dit est-ce que vous êtes prêts à voter notre proposition de loi? On nous a dit c'est niette, Rassemblement National, on ne veut pas en entendre parler. Donc, ce qui est le cas à peu près systématiquement. C'est pas le propre de cette proposition de loi, c'est le propre de nos amendements, à quelques exceptions près, et de toutes nos propositions de loi qui sont rejetées. D'ailleurs, dans la niche parlementaire qui a eu lieu le 12 janvier, toutes nos propositions de loi n'ont pas été votées. Donc on a dit très bien, mais si par exemple on reprend la proposition de loi de Madame Fiat, qu'on l'intègre dans notre niche, celle de la France Insoumise qui a failli être votée, parce que je rappelle que j'étais présent ce soir-là, sans l'obstruction de la majorité, on aurait pu voter cette proposition de loi. Alors, je me souviens que jusqu'à minuit, la majorité... Absolument. On n'était pas pleinement satisfait de cette proposition de loi parce qu'on l'a trouvée fournie de conditions vraiment excessives, mais elle actait le principe de la réintégration, c'était une première étape dans le processus de la réintégration. Et donc on a proposé, elle faisait en tout cas l'unanimité dans les oppositions, c'est-à-dire que tout le monde était prêt à la voter. Donc on a dit on va la transposer dans notre niche, Rassemblement National, pour qu'elle puisse être votée, pour qu'elle ait ses chances d'être adoptée par l'ensemble des majorités. Et le sectarisme, des groupes d'opposition, pardon, excusez-moi, mais le sectarisme étant ce qu'il est, la France Insoumise a préféré retirer son propre texte plutôt qu'il ne soit ajouté à notre niche, sachant qu'on octroyait un temps de parole sans limite à Madame Fiat ou à la France Insoumise pour pouvoir défendre ce projet de loi. Voilà, on ne voulait pas se l'approprier. Alors, je vais quand même vous taquiner, parce que je vois que vous évitez les écueils, mais le jeu, c'est quand même de piquer un peu. Je vous ai entendu dire, et c'est pour ça que je voulais absolument vous interviewer, je vous ai entendu dire dans une commission affaires sociales de mémoire, que le rapporteur, que le président de la commission des affaires budgétaires, le président de la commission du budget, Finance, M. Coquerel. M. Coquerel, merci de me sauver dans cet oubli, rejeter tous les amendements sur l'indemnisation des soignants suspendus. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il veut bien dire quand il dit ça? Alors, oui, je vous c'est un sujet. Oui, mais je vous en remercie, en tout cas, ça me fait plaisir. Non, mais plus sérieusement, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il y a toujours le doute il y a toujours un doute sur la qualité rédactionnelle de l'amendement. Parce que vous savez qu'il y a un règlement à l'Assemblée nationale qui est très strict. Et quand vous rédigez des amendements qui créent des charges, notamment, qui créent des dépenses, c'est strictement encadré. Alors, pour pas qu'on parle dans tous les sens, et c'est bien normal. Donc il y a toujours un doute sur la validité rédactionnelle de l'amendement. Et effectivement, c'est une question qui a été posée, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions en interne. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos amendements qui sont rejetés. Alors, je vais mettre un peu... En commission des finances. En commission des finances, mais pas seulement, dans tout un tas de commissions. On a beaucoup d'amendements qui sont jugés irrecevables, pour être précis, parce qu'ils sont soit mal rédigés, et un amendement est irrecevable quand on considère qu'il ne respecte pas la Constitution. Donc, et la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Absolument. Donc c'est un peu technique, je ne vois pas forcément perdre les auditeurs. Mais nos lecteurs et auditeurs suivent la Constitution. Ça les passionne. Je pense qu'ils sont très bon niveau. Mais il y a toujours un doute. Et effectivement, le Rassemblement national, ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été jugés irrecevables. Donc ça a posé certaines questions, notamment pendant la réforme des retraites. On avait un peu moins de 300 amendements et je crois que la majorité a été jugée irrecevable, alors que la NUPES en avait 7000 et que finalement ils en ont eu très peu qui ont été jugés irrecevables. Donc on a fait un travail, on a fait un travail de recherche quand même, on s'est quand même remis en question, on s'est dit peut-être que finalement c'est nous qui sommes de mauvais rédacteurs, ça peut arriver, après tout on a un jeune groupe. On est 88, on est arrivé en masse en septembre, on n'a pas forcément l'expérience des autres groupes.
Je pense, je vais vous donner mon avis personnel, parce que ce sont les administrateurs aussi qui contrôlent tout ça. C'est pas le président seul, le président il a l'autorité, mais tous les amendements qui arrivent en masse sont quand même traités par les administrateurs de l'Assemblée. Éric Coquerel ne m'en voudra pas si je dis qu'il n'est pas plus spécialiste que vous de la jurisprudence en matière de droit budgétaire. Je ne pense pas. Et donc je pense que nous avons fait, après vérification, et là je vais faire un mea culpa, quelques erreurs rédactionnelles. Ça c'est évident. Par contre, il est vrai qu'on ne nous épargne rien. C'est-à-dire que dès que vous avez un amendement qui est mal rédigé, il est automatiquement rejeté. Mais ce coup de gueule a quand même permis une chose, c'est-à-dire que nous avons été contactés par les services de l'Assemblée nationale, qui maintenant, lorsque nous avons des amendements qui sont sur le point d'être jugés irrecevables, nous appellent et nous expliquent le pourquoi du comment. Voilà, ce qui n'avait pas été fait pendant les derniers mois. Donc nous avons été parfois induits en erreur pendant des mois sur des amendements qui étaient fondamentaux, sans forcément avoir été informés ou prévenus en amont qu'il y avait éventuellement la nécessité de les adapter. Ça a changé. Donc ce coup de gueule sur des amendements qui étaient parfois peut-être mal rédigés a permis au moins d'avoir un retour des services de l'Assemblée nationale qui maintenant prend le soin de nous appeler pour nous dire écoutez, là c'est mal rédigé, il faudrait peut-être le revoir comme si, enfin, le revoir de telle ou telle manière pour qu'il puisse être jugé recevable. Voilà. Vous voyez ? Est-ce que vous pensez qu'il y a, je vous taquine, mais en même temps c'est objectif. Mais nous avons fait des erreurs de rédaction. Certes, mais est-ce qu'au-delà de ça, vous pensez mais on ne nous épargne rien. Que le groupe La France Insoumise peut avoir une forme de réticence vis-à-vis de l'idée d'engager les finances publiques dans le paiement des salaires non versés aux soignants suspendus? Parce que la proposition de loi Fiat que vous évoquez n'évoquait pas ce sujet. Et la proposition de loi Castor ne l'évoque pas plus. Je pense qu'ils ont voulu stratégiquement avancer en plusieurs étapes. D'abord acter la réintégration et ensuite venir dans un second temps sur l'indemnisation, à mon avis. Parce que c'est ce qui était... Enfin, si vous intégrez directement le volet indemnisation, là on est dans du technique, on est dans du juridique, et dans vous complexifiez un petit peu les choses en matière de financement, et vous pouvez avoir des risques de rejet, comme ceux que je viens de vous expliquer. Voilà, donc je pense qu'ils y vont par étapes. Mais que l'indemnisation a déjà été ouverte avec un certain nombre d'amendements, avec des rapports qui préconisent éventuellement l'étude de l'indemnisation. Donc c'est leur stratégie, il faudrait les interroger là-dessus. Je peux pas parler pour eux, mais je ne les vois pas dans leur logique s'opposer à une indemnisation demain des soignants ou des personnes suspendues pour encourager leur intégration. Enfin, ça me surprendrait en tout cas. Est-ce que dans votre esprit, il faut aussi indemniser ceux qui ne reviendront pas dans le service public parce qu'ils ont trouvé autre chose, parce qu'ils ont été dégoûtés du métier, parce qu'ils ont refait leur vie? Alors nous, la philosophie de l'indemnisation, c'était de conditionner l'indemnisation au retour et un engagement d'exercice de poste pendant, je ne sais plus, il faudrait qu'ils reprennent au moins 3 ans. Voilà. L'idée, c'est aussi de faire revenir toutes ces ressources, pour parler RH, toutes ces ressources, ces effectifs dans l'hôpital public. Moi, je suis élu dans un désert médical, vous savez, j'ai des exemples. J'ai des médecins qui ont arrêté d'exercer. J'ai des établissements qui m'ont interpellé, qui m'ont avoué à demi-mot qu'ils fermaient les yeux sur les certificats de vaccination pour pouvoir maintenir leurs effectifs. J'en ai aussi qui m'ont expliqué que la première chose qu'ils demandaient, notamment dans les EHPAD, c'était un certificat de vaccination et que une fois sur deux, les prétendants au poste déclinaient parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Donc voilà, il faut absolument stopper déjà l'hémorragie et faire revenir tout ce monde dans les structures. Alors il se trouve que nous, on a fait un sondage auprès des... Après, on peut encore aller plus loin et ça sera peut-être jamais assez, hein, mais bon, déjà faire avancer les Français et l'Assemblée nationale sur ces sujets-là, c'est déjà une victoire. Après, demain, on pourra aller encore plus loin s'il le faut, mais on ne peut pas tout de suite tout promettre. C'est déjà, si on arrive déjà à acter leur intégration et à indemniser,
Ça sera déjà une belle victoire. Après, dans quelle mesure on analyse, c'est un débat qu'on peut avoir tous ensemble. On a fait un sondage auprès des suspendus, qui sont nombreux dans notre électorat, et il s'avère que 10% seulement des suspendus n'ont pas repris de travail durant leur période de suspension, c'est-à-dire 90% des suspendus ont refait leur vie, entre guillemets. Est-ce que votre technique d'indemnisation ne récompense pas ceux qui, au fond, ont attendu et ne pénalise pas ceux qui n'ont pas voulu profiter des indemnités chômage et ont rebondi tout de suite? C'est une question complexe parce que il faut aussi voir dans quelles conditions les personnels vont être intégrés. C'est-à-dire que il ne faut pas non plus créer une guerre dans les services entre ceux qui ont accepté la vaccination contraint et forcée, parce qu'il y en a qui, la plupart l'ont fait à contre-cœur quand même. Vous voyez les taux de vaccination au début de l'année 2021, c'était quand même assez faible. Il y en a beaucoup qui l'ont fait sous la contrainte parce qu'ils avaient une famille, ils avaient des crédits, ils étaient pris à la gorge. Il ne faudrait pas non plus créer de l'animosité entre ceux qui ont joué le jeu, hein, qui ont accepté à contre-cœur cette contrainte, et ceux qui arriveraient, qui finalement reviendraient et finalement seraient récompensés de l'intégralité de leur salaire, hein, qui n'ont pas travaillé. C'est une question qui est compliquée et je vous avoue que ça a créé un débat chez nous. Je ne dis pas que notre position ne pourra pas évoluer. Chez vous, au Rassemblement national. Pour le moment, on a acté ce principe. Indemnisation équivalente aux allocations chômage non perçues, ça peut évoluer, mais c'est une question de curseur. Où est-ce qu'on met le curseur? Comment on fait? Voilà. Comment on fait? Et ça, c'est pas. Je ne prétends pas que la proposition que nous avons aujourd'hui soit excellente et la meilleure, mais déjà, elle a fait avancer le débat sur l'indemnisation qui n'était pas acté au départ. On y va par étapes, vous savez, c'est pas. On arrive à une solution comme un macroniste. Non, mais. Je taquine. Bah peut-être, voilà. Il faut y aller par étapes. Mais ça sera jamais assez pour certains, ça sera trop pour d'autres. C'est une question de curseur. Et aujourd'hui, le curseur est là, il peut évoluer encore. Voilà, déjà, faire adopter ça, ça a été une victoire pour moi dans ma famille politique. Faire adopter l'indemnisation, ce principe-là, ça a été une victoire. On peut aller plus loin demain, notamment avec la pénurie des soignants. Peut-être que ce qu'on propose n'est pas suffisant. En attendant, le gouvernement ne propose rien. Disons-le quand même, hein, le gouvernement ne prévoit pas d'indemnisation pour l'intégration pour le moment, même si il a compris qu'il fallait quand même faire quelques gestes pour faire revenir dans le monde hospitalier les soignants. La politique n'est pas une science exacte, hein, il n'y a pas de vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité ou avoir la position la plus juste qui soit. Comment vous expliquez l'obstination du gouvernement à être debout sur le frein sur cette question de la réintégration des suspendus? À titre personnel, j'aime bien lire les publications de Frédéric Valtou, du groupe Horizon, qui était ancien président de la Fédération hospitalière française, maire de Fontainebleau, qui lui est un ayatollah de l'anti-anti-vax, un ayatollah du vaccin et de la pénalisation des... Comment vous expliquez cette espèce d'intégrisme anti-soignants suspendus du gouvernement? Très bonne question. C'est proche. Qui s'est encore exprimé il y a quelques jours, parce qu'on a assisté à des débats qui étaient absolument hallucinants. Moi, ce qui me gêne chez eux, c'est cette politisation de la science. C'est-à-dire que la science leur appartient. Voilà. Ils seraient une caste d'experts qui détiendraient la vérité. Je pense qu'ils se sont complètement enfermés dans leur narratif. Ils se sont tellement enfermés dans leur narratif pendant le Covid, qui a quand même bien aidé Macron, parce que si vous enlevez la période Covid, vous reprenez la France au début des années 2020, fin 2019, avec les grèves, les gilets jaunes, la situation était désastreuse, et cette période, elle a mis sous couvercle cette crise sociale qui est en train de ressurgir, de rejaillir doucement. Je pense qu'ils sont complètement enfermés dans un narratif. Ils n'arrivent pas à en sortir. Le monde a beau changer, le monde a beau être dans le réel, avoir rétro-pédalé, avoir tourné la page, ils sont toujours dedans. Ça devient presque religieux, ça devient presque un catéchisme, ça devient limite, je vais employer le mot, je vais être un peu excessif, ça devient pathologique. Alors, parce qu'on peut faire des erreurs, il y a des gens,
qui vous disent bah voilà, moi au début j'ai pensé que c'était une bonne solution, avec le recul on se rend compte que c'est pas la panacée, que finalement il y a la transmission, parce qu'au début on nous a vendu la vaccination de ce point de vue-là, vous serez vacciné, vous empêcherez, vous allez stopper la chaîne de contamination, vous allez sauver vos proches. Finalement on s'est rendu compte avec que ce n'était pas le cas, que de variant en variant le vaccin devenait de plus en plus inefficace, à tel point qu'aujourd'hui vous n'avez plus que 20% des soignants qui sont un jour de vacciner, qui ont un schéma vaccinal qui est complet, parce qu'on réduisait mois après mois la durée de validité de ces vaccins, c'était 6-7 mois, 4 mois, enfin bon, ça devenait dingue, et ils n'arrivent pas à en sortir. Et puis il y a un problème d'ego, voilà. Ça c'est peut-être le propre de la classe macroniste, politique macroniste, qui refuse d'admettre ses torts, qui refuse de dire, bon, on s'est planté, on arrête. On peut se planter, pas grave. Dans d'autres pays, des gouvernements se sont excusés, ils ont dit, bon, on a cru bien faire, ça n'a pas fonctionné, on fait marche arrière, excusez-nous. C'est impossible dans le logiciel macroniste aujourd'hui, impossible. Et c'est ce qui mène le pays, au-delà de cette question de la vaccination, ce logiciel, cette caste d'experts autoproclamés, je les appelle de cette façon-là, qui nous mène dans le mur aujourd'hui, à mon avis, en France. Est-ce que vous pensez que, après j'arrête de buser de votre patience, Je vous en prie, j'ai le temps. est-ce que vous pensez que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, elle modifierait ce logiciel? Oui, je crois. Alors là, je vais Si vous me dites non, je m'inquiéterai pour vous. Non, je pense que Marine Le Pen est extrêmement fine sur ces sujets-là. Il ne faut pas oublier que ça fait des décennies quand même qu'elle dénonce avec notre famille politique, aujourd'hui le Rassemblement National, puis, enfin, antérieurement le Front National, ces excès mondialistes avec cette Union européenne. 3 fois. Alors, la vaccination, moi je ne rentre pas dans ce sujet de la vaccination, c'est un sujet qui est scientifique. Je ne suis pas un scientifique. Je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien de se faire vacciner. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Moi j'ai un débat qui est juridique et philosophique. Même si, autour de moi, j'ai un certain nombre de proches qui ont été vaccinés, qui ont des effets secondaires, qui sont quand même pas négligeables. Je pense qu'un jour il faudra ouvrir ce chapitre. Ça c'est une étape qui viendra plus tard. Mais aujourd'hui, l'opinion n'est pas prête, à mon sens. Les Français ne sont pas prêts à entendre cela. Je pense que Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir en 2027, mettra un coup de frein à ce logiciel, à cette philosophie politique qui est extrêmement préjudiciable pour la France, d'experts qui ont confisqué le pouvoir au peuple, parce qu'on parle bien de ça, on parle de mesures qui ont été imposées de façon autoritaire dans un cadre très particulier, avec l'état d'urgence sanitaire qui a couru jusqu'à l'été dernier, n'oublions pas. Et les membres du Rassemblement National sont extrêmement attachés à ces questions-là, à ces questions de liberté, à ces questions de démocratie. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le programme ou vous le dérouler ici, mais nous voulons mettre en échec ce projet mondialiste, autoritaire, qui confisque le destin des Français. Parce que, pour moi, ce qui s'est passé pendant ces dernières années, c'était l'expression de ce projet mondialiste, de confiscation du pouvoir des Français par une pseudo-élite autoproclamée qui veut nous emmener vers un projet que nous ne voulons pas. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question. Tout à fait. Mais écoutez, j'espère que vous me redonnerez des interviews, parce que en fait, on ne voit pas beaucoup les députés au Rassemblement National. Vous ne parlez pas beaucoup. Il faut nous inviter. Je ne suis pas le dernier à le faire. Mais c'est important qu'on voit plus de figures, parce qu'en réalité, ceux qu'on voit, c'est ceux que les médias subventionnés choisissent. Et je trouve que c'est mieux d'élargir la palette. Alors il faut aussi, sur ce point, si vous me permettez, on a un groupe qui est extrêmement nouveau, qui est extrêmement jeune. On est arrivé du jour au lendemain à 88, il y a à peine un an. Donc, repère, le temps qu'on se familiarise avec toute cette institution qui est quand même complexe, le temps que les équipes se mettent en place, le temps qu'on puisse travailler sur des dossiers,
il faut laisser, je pense, une petite maturation. Il faut nous laisser une maturation de quelques mois pour pouvoir ensuite être plus légitime et avoir plus d'épaisseur et arriver à participer à des interviews. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de verrouillage. Chacun peut parler librement à tel ou tel média, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous vous attendiez à être député? Alors moi, mon cas, il est particulier parce que je ne voulais pas forcément y aller. Mais quand j'ai vu que Macron allait repasser, j'ai dit, ok, bon là, ma famille politique a vraiment besoin de moi. J'avais toujours dit, si vraiment, vraiment, en dernier recours, vous avez besoin de moi pour participer à la victoire et participer à faire vivre nos idées, j'irai. Pourquoi vous ne vouliez pas y aller? Parce que je savais ce que ça impliquait et que c'était plutôt costaud, tant d'un point de vue personnel, en termes d'organisation, de changement de vie, et que demain, si on arrive au pouvoir, ça ne sera pas une mince affaire, parce qu'on se dit, mais dans quelles conditions on va récupérer le pays? On va le récupérer quand plus personne n'en voudra, finalement. Mais est-ce que vous vous attendiez à être élu quand vous y êtes allé avec Je ne une m'attendais à rien. baguette? Je ne m'attendais à rien. Voilà, surtout que j'ai confirmé l'intention d'y aller fin 2019, fin 2021, début 2022, pardon, à une époque où on était extrêmement bas dans les sondages avec Éric Zemmour qui était en embuscade, et quand j'ai vu que ma famille politique était quand même pas mal secouée, qu'elle avait besoin de renfort, je me suis dit je peux pas les lâcher, voilà. C'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Si j'y vais pas, je vais en vouloir, je vais culpabiliser indéfiniment. Et finalement, l'aventure nous a amené à être élus massivement, à 88-89 à l'Assemblée. Ça s'est fait, en tout cas en ce qui me concerne, dans ces conditions-là. J'avais pas participé à des élections par le passé. Et finalement, aujourd'hui, j'en suis très heureux. C'est à la fois costaud d'un point de vue rythme, d'un point de vue engagement. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais d'un autre côté, quand je vois le projet d'Emmanuel Macron et la façon dont il exerce le pouvoir aujourd'hui, qui est quand même extrêmement autoritaire et qui, moi, me choque, comme beaucoup de Français, je me dis que finalement, j'ai fait le bon choix et je me sens plus utile aujourd'hui à ma place qu'à rester dans mon activité initiale et à râler dans mon coin. Je me sens plus utile, en tout cas. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans vos 12 premiers mois? Quelle a été, presque, un peu moins, 9 premiers mois, quelle a été votre plus grande surprise? Il y a une vraie fraternité dans le groupe, c'est-à-dire que nous avons affaire à des gens, et je parle de mes collègues députés, qui ont parfois des années d'engagement, qui sont des gens fidèles à leurs idées, qui ont connu pas mal de déboires, parce qu'il fallait être courageux il y a 10 ans pour se présenter avec une étiquette Front National. Voilà, il y a des gens qui sont engagés depuis très longtemps, d'autres qui ont rejoint le parti plus récemment. Il y a une vraie entraide, il y a une vraie volonté de réussir collectivement. Et je pense que cette fraternité, cette cohésion, on ne l'a pas forcément dans les autres groupes. Je m'attendais à beaucoup plus, parce que moi je viens de la droite classique à l'origine, j'étais à l'UMP, je m'attendais à beaucoup plus d'individualisme, de carriérisme, je m'attendais à fréquenter des profils beaucoup plus personnels. Et finalement, je suis extrêmement surpris d'être aujourd'hui dans un groupe extrêmement uni, extrêmement soudé, extrêmement solidaire, et qui veut vraiment bien faire les choses, quitte à trop bien faire les choses. On sait derrière qu'on a une grosse attente des Français, les gens attendent beaucoup de nous, nos électeurs attendent beaucoup de nous, et on veut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, quitte à nous épuiser. Il y a eu au cours de l'année des moments de fatigue chez les uns et les autres. Bon. Et ça, je pense que c'est propre à notre groupe. Est-ce qu'il y a un microcosme parisien? Dans notre groupe, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, quand on arrive de l'extérieur, qu'on n'est pas forcément dans le système, est-ce qu'on se dit, tiens, un tel est mieux informé qu'eux, il y a des groupes d'influence, est-ce qu'on sent qu'il y a un monde caché? Pour ce qui est de notre groupe, qui est constitué de députés élus essentiellement en province, quand je dis province, c'est absolument rien de péjoratif, moi je reste très, très vieux jeu, on a très peu de députés élus en région parisienne. Donc il y a déjà un éloignement géographique qui nous rassemble.
Je sens pas dans le groupe un parisianisme exacerbé. Dans les autres groupes? Dans les autres groupes, oui. Dans la Macronie, dans la majorité minoritaire, oui. On sent beaucoup plus de parisianisme, et même dans la France insoumise, parce que la France insoumise a ses élus qui sont majoritairement issus de la région parisienne ou des grandes villes. Donc, alors que nous, on est plutôt élus dans des circonscriptions rurales, périurbaines, qu'on appelle parfois, de façon un peu méprisante, France périphérique. Bon. Donc, oui, vous le retrouvez ce parisianisme, notamment dans les aspirations, dans les propositions de loi qui sont déposées, dans les amendements, et vous constatez la fracture française entre cette France très urbaine, qui vit en vase clos, métropolisée, comme on dit, et cette France plus périphérique. Là, je prends vraiment des grands schémas dans les grandes lignes, je prends les références de Christophe Guilluy, qui elle est beaucoup plus dans le réel et qui subit beaucoup plus les difficultés sociales, migratoires ou sécuritaires. C'est ma dernière question, après je vous prends à vos occupations, mais j'ai interviewé le député Marlex, qui est président du groupe LR, qui m'a parlé de la réforme des retraites en me disant mais mes électeurs, les seuls qui me parlaient de la réforme des retraites parmi mes électeurs, c'était ceux qui allaient la prendre dans les 2 ans, et au fond les autres, ça ne les faisait pas grogner. Qu'est-ce que vous dites de ressenti de la réforme des retraites chez vos électeurs à Narbonne? Alors moi je suis élu dans une circonscription, dans une région qui est historiquement de gauche, qui était socialiste pendant un siècle, ce qui ne me pose absolument aucun problème. Au contraire, comme je dis parfois aujourd'hui, je me retrouve plus avec plus d'affinité avec cette gauche populaire que cette droite parfois bourgeoise des grandes villes qui a complètement abandonné la France populaire pour sauver ses intérêts on va dire financiers particuliers. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez une France qui est active, qui est de plus en plus réduite et qui supporte de plus en plus l'effort qu'on demande aux Français, c'est-à-dire que vous avez toute une partie des Français qui finalement sont soit retraités, donc eux ils ont cotisé, donc ils sont devenus on va dire entre guillemets rentiers de leur retraite, mais quand je dis rentier ça n'a rien de péjoratif, on peut être rentier avoir une petite retraite, mais bon. Et vous avez une France active qui est de plus en plus réduite, qui paye toujours plus et qui a toujours moins, et notamment dans les territoires comme le mien, qui n'a plus de service public, qui n'a plus de médecin, qui n'a plus de trésorerie, qui n'a plus de poste. Et donc il y a un sentiment d'injustice qui se crée, qui est vraiment très fort dans cette France qui est active et qui vote pour nous, qui vote Rassemblement National, qui se dit mais je paye de plus en plus et j'ai de moins en moins. Voilà. Donc là il y a un problème. Et qui n'accepte plus ce discours vertical, ce chantage du gouvernement ou ce discours méprisant qui vise à dire, vous avez vu dans les autres pays, c'est 67 ans, voire plus, 66 ans, et vous, feignant de français avec un discours moralisateur, vous êtes complètement à la ramasse. Et les Français ils payent beaucoup. On est quand même le pays où on cotise le plus au monde. Et c'est ce qu'on voit. Donc les Français ils cotisent de plus en plus, ils ont de moins en moins, notamment pour le chômage, parce qu'on a moins de droits au chômage. Avec la réforme qu'il y a eu, c'est-à-dire que les droits ont été réduits, mais vous cotisez toujours autant. Et c'est cette logique que les Français n'acceptent plus. Je pense que si le pays fonctionnait bien, si le pays était bien géré, et qu'on avait fait le tour de tous les abus, parce qu'il y a aussi énormément d'abus, et les Français le voient autour d'eux, abus dans le système social, il y a l'immigration qui coûte cher aussi, plus le parasitage avec ces problèmes de sécurité, parce qu'en plus de ça, cette France active qui paie de plus en plus et qui a de moins en moins, est parasitée par une forme d'insécurité. Il y a une école qui s'effondre, donc il y a de moins en moins de perspectives pour les enfants. Vous avez de moins en moins de chances de voir vos enfants avoir une vie meilleure. Donc tout ça réuni fait que les Français n'acceptent plus les efforts sans effort de l'État. Voilà. Parce qu'il y a un contrat social, c'est-à-dire que si à chaque fois l'État vous demande plus et qu'il se désengage, au bout d'un moment, la corde ne va plus tenir. Donc c'est la vision que j'ai, et si tout allait bien dans le meilleur des mondes, peut-être que les Français auraient accepté facilement une réforme des retraites, mais aujourd'hui, en l'état des choses, ce n'est pas possible. Et vous avez aussi une réalité avec des gens qui ont commencé à travailler tôt,
qui ont notamment les métiers les plus pénibles, qui ne peuvent pas continuer jusqu'à 64 ans. C'est pas possible. Quand vous êtes dans le bâtiment, vous ne pouvez pas continuer jusqu'à 64 ans. Si vous avez commencé à travailler à 25 ans, bon, c'est différent. Si vous faites un métier passion, si vous êtes une profession libérale, que vous avez la liberté en plus d'organiser le temps comme vous voulez, c'est autre chose. Mais dans la majorité des cas, c'est parfois des emplois contraints. Et vous ne pouvez pas vous projeter à 64 ans dans tout un tas de professions. Je prends le bâtiment, mais ça peut être l'hôpital aussi. Vous êtes infirmier ou aide-soignante, c'est compliqué de continuer jusqu'à 64 ans. Voilà. Et on peut élargir aussi à tout un tas de secteurs. Donc pour moi, c'est essentiellement un sentiment d'injustice. Et on demande toujours des efforts aux mêmes, alors qu'à côté, rien n'est fait pour améliorer le quotidien des Français. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci, monsieur le député, puis j'espère à bientôt. Très bien.